On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle d'un citoyen de Saint-Jean-sur-Richelieu qui lance un défi d'écriture, un bloc de 1000 mots, un par mois jusqu'à la fin de l'année. Bref, ça peut être un bon divertissement. Mais d'abord, parlons du virus, parlons de la COVID, parlons du portrait épidémiologique de la Montérégie avec la docteure Julie Lollier. Question de faire le point sur la COVID en Montérégie. Quel est le tableau en ce moment? Quel est le bilan? Et parler bien sûr aussi de la vaccination. Bref, on fait le tour de la question avec la directrice de la santé publique en Montérégie, le docteur Julie Lollier. Bonjour et bienvenue. Merci, bonjour. Quand on regarde ça quotidiennement, la Montérégie, jusqu'ici, s'en sort pas trop mal. Oui, le Québec s'en sort bien, surtout par rapport à l'Ontario et l'Alberta, mais au Québec même, quand on voit des régions comme la capitale nationale, l'Outaouais, ou même récemment Rimouski ou Lac-Mégantic, la Montérégie s'en sort bien. Effectivement, on a vu que des régions, entre autres, qui étaient passées au orange, ont fait l'objet d'une certaine perte de contrôle au niveau des cas. En Montérégie, c'est pas le cas. C'est vrai qu'on a eu quand même une lente progression là, à partir du mois de mars, mais depuis 2 semaines, on est dans une diminution graduelle des cas avec une moyenne d'environ 120-125 cas par jour. Donc, je me croise les doigts pour que cette diminution se poursuive. Bon, la question, moi, qui m'est le plus fréquemment posée, probablement à vous-même aussi, quand les gens regardent les statistiques, regardent les courbes, puis tu sais, on a des beaux outils là, avec la presse ou Radio-Canada, et les gens se disent, pourtant, en Montérégie, on a des statistiques quasi semblables à la Mauricie, au centre du Québec, à l'Estrie. Alors, pourquoi la Montérégie n'est-elle pas orange à ce moment-ci comme ces régions-là? Ben, d'abord, je vous amènerais à regarder les statistiques justement dans ces régions-là. Comme je vous disais, en Montérégie, on diminue de cas depuis 2 semaines, alors qu'en Estrie, en Mauricie, c'est pas nécessairement le cas. On a d'ailleurs entendu des mesures d'urgence dans ces Ouais. régions-là qui ont été annoncées récemment. Il y a la question de la proximité de Montréal, où il y a quand même encore de la circulation qui est plus active et on sait qu'il y a beaucoup de navettage. Cela dit, c'est pas une punition d'être en zone rouge. Hein. Je pense que ça nous permet d'avoir une circulation en ce moment qui est contrôlée. Est-ce qu'on va rester en zone rouge pour l'éternité? La réponse est, je l'espère, non. On surveille attentivement la baisse qu'on observe, mais jusqu'à tout récemment, on était quand même dans des taux qui nous justifiaient amplement de rester dans le rouge. Est-ce que la capacité hospitalière de la Montérégie vient aussi un peu nous désavantager? Je prends pour exemple, pas plus tard qu'hier, là, on vous a perdu un peu, docteur Lollier. Est-ce que vous nous Oui, je suis voyez? vraiment désolée. Attendez, Il semble qu'il y c'est avait les un joies de branchement qui Zoom. était mal fait. Attendez. Ah, voilà, vous êtes de Est-ce retour. que... Oui, Oui, merci. bon. Non, mais je prends l'exemple de la capitale nationale et l'Outaouais. Pourtant, l'Outaouais s'est quand même grandement amélioré, mais parce qu'eux ont une capacité hospitalière extrêmement petite, malheureusement, on les maintient en mesure d'urgence. Je reviens à la comparaison de la Montérégie. Est-ce que nous aussi, on a quand même une grosse population à Montérégie, est-ce qu'on a une capacité hospitalière qui est peut-être en deçà de la moyenne? Non, actuellement, les hospitalisations sont basses et sont même en diminution à Montérégie. Donc, c'est vraiment pas un enjeu de capacité OK. hospitalière qui fait qu'on est encore en zone rouge. C'est vraiment un enjeu de circulation qui est quand même assez importante en ce moment, même si elle est en diminution. Donc, c'est pas du tout l'enjeu de capacité hospitalière. Bon. Est-ce qu'on a de bonnes éclosions actuellement en Montérégie? Je prends un exemple qui, ben, pas qui me touche directement, mais l'école primaire que mes enfants ont fréquenté il y a de cela plusieurs années, dans mon quartier, connu une éclosion. Les derniers chiffres que j'avais, c'était quoi? Une quarantaine de personnes infectées, 29 élèves, 12 membres du personnel. Ça a peut-être bougé, là. Mais c'est quand même une bonne éclosion. Est-ce qu'il y en a plusieurs comme ça en Montérégie? Non, heureusement, c'est notre grosse éclosion en ce moment. On a environ 120 éclosions en ce moment à Montérégie, mais la très, très grande majorité, là, c'est des éclosions de petite envergure. Donc, on parle de 10 cas au moins là, dans Ouais. 85 des cas. Donc, des éclosions de plus de 30 cas, de plus de 20 cas, je crois, on en a 3 ou 4. Donc, c'est assez exceptionnel par chance. Il faut comprendre que dans des écoles comme ça, où les élèves ont plus de contacts, ben, ça peut rapidement se transmettre dans les bulles classes. Ouais. Donc, c'est pas nécessairement exceptionnel. C'est pour ça qu'on essaie d'agir rapidement quand il y a Bon. des cas dans les écoles. Parce que les éclosions, et on l'a vu, ça nous guette. Prenons l'exemple du gym à Québec. Donc, une allumette, et là, pouf, ça part, et là, ça se propulse un peu partout. Là, dans le cas de l'école primaire NDL du côté de Saint-Jean-sur-Richelieu, est-ce qu'on parle toujours d'une quarantaine de cas? Est-ce qu'on sait si malheureusement ça a fait d'autres dommages collatéraux?
À ma connaissance, actuellement, ça ressemble à ça. Il faut savoir aussi que dans les écoles, effectivement, les élèves, bon, ils portent maintenant un masque de procédure, mais bon, quand ils mangent, ils peuvent avoir des contacts, etc. C'est différent de situations, si on prend l'exemple du gym, où il y a un manque de respect des mesures. Il reste que dans les écoles, oui, il peut y avoir de la transmission, mais dans l'ensemble des milieux, il y a des mesures en place qui permettent d'empêcher justement que des éclosions prennent l'ampleur comme on a observé à Québec. Et c'est pour ça que le respect des mesures dans l'ensemble des milieux est Bon, crucial. dernière question sur le phénomène de l'école NDL à Saint-Jean. En fait, une double question. Comment ça a rentré là? Et deuxièmement, qu'est-ce qui fait que cette éclosion-là a propulsé une quarantaine de cas à l'intérieur des murs? C'est souvent, d'abord, c'est des questions pour lesquelles on tente de garder une certaine confidentialité. Ça demeure des enquêtes épidémiologiques, puis on travaille directement avec les milieux. D'une manière générale, pour les éclosions dans les écoles, c'est rare qu'on a une seule bonne réponse. C'est évident que ça rentre par quelque part. Donc, ça rentre ou bien par un employé qui a eu des contacts à l'extérieur avec des cas, ou un élève qui avait un cas dans sa famille. Ça dépend des éclosions. Puis à l'intérieur, ben ça peut dépendre. Ça peut se répandre entre familles ou entre contacts de deux classes qui mangent ensemble. Ça peut se répandre entre les employés si jamais les mesures de protection ne sont pas toujours appliquées. Donc, c'est très, très variable. Ça dépend des situations. C'est sûr qu'on est maintenant, dans presque tous les cas, Montérégie, maintenant, ce sont des variants. Donc, ça a été quand même rapidement l'évolution des variants. Les variants sont plus transmissibles, mais quand même, je trouve ça rassurant de voir qu'on n'a pas plus d'éclosions de grande ampleur. Ça demeure, là, vous nommez celle qui est de grande ampleur, mais ça demeure quand même une très, très minime proportion de nos éclosions. Comment se porte la vaccination en Montérégie? Est-ce qu'on est dans la moyenne québécoise? Est-ce que vous avez des enjeux particuliers ici? Non, ça va très bien en Montérégie. On a, si je ne me trompe pas, presque une trentaine de sites de vaccination de SMT qu'on appelle, qui sont répartis sur tout le territoire. On a vacciné plus de 500 000 Montérégiens ou autour de 500 000 Montérégiens. On donne absolument toutes les doses qu'on reçoit dans les temps. Les gens répondent à l'appel. Je suis très, très heureuse de voir que les catégories progressent. C'est maintenant ouvert aux 40 ans et plus. Je pense que c'est vraiment le vent d'espoir. J'invite tout le monde à répondre à cet appel-là parce que notre futur des prochaines semaines, mois, va dépendre bien sûr de la circulation du virus, mais va aussi dépendre de c'est quoi la proportion de notre population qui va avoir accepté de recevoir le vaccin. Bon, il y a beaucoup d'interrogations qui émanent évidemment du fameux vaccin AstraZeneca. Il y a eu une dame en Montérégie qui malheureusement en est morte. Là, on a appris hier et pas plus tard que ce matin un autre décès en Alberta et cette fois du côté des Maritimes. Qu'est-ce qu'on doit penser de ça? Moi, je prends mon propre exemple. J'ai 50 ans. Je suis un peu pressé. J'ai décidé d'y aller et de prendre le AstraZeneca. Et personnellement, je n'ai pas eu tant de problèmes. Je comprends que statistiquement parlant, on peut avoir des problèmes de bien d'autres affaires qu'avec le AstraZeneca, mais ça marque quand même l'imaginaire populaire. Est-ce que vous craignez que ça vienne un peu diminuer, disons, la portée de la vaccination avec cet outil-là qui est le AstraZeneca? Bien, je souhaite que non. Il n'y a pas grand-chose dans la vie qu'on fait qui est dépourvu de risque. Hein. Du risque zéro, on vit très peu avec du risque zéro. Effectivement, ça marque l'imaginaire parce que la vaccination, c'est un choix, c'est quelque chose qu'on accepte de se faire injecter dans le bras. Si les recommandations ont été d'utiliser l'AstraZeneca, c'est que toutes sortes d'instances scientifiques ont bien démontré que les risques de ne pas être vacciné surpassaient les risques qui sont liés à la vaccination. Et comme je le dis, des risques, il y en a à l'ensemble des comportements, que ce soit certains médicaments, mais que ce soit certains comportements humains aussi. Donc, les recommandations sont faites sur la base des complications qu'on observe par rapport au vaccin, mais aussi la circulation du virus, qui vont déterminer est-ce qu'on a plus de chances d'attraper le virus et d'en faire des complications que les chances de complications qui sont liées à un vaccin particulier. Je pense que les gens doivent se rappeler que les prochaines semaines ou mois dépendent de la proportion de personnes vaccinées et surtout ne pas hésiter. Je le dis souvent, la vaccination, ce n'est pas un geste individuel, c'est un geste collectif. C'est un geste de solidarité sociale parce que c'est la proportion des gens vaccinés qui vont faire qu'on va pouvoir aller vers des assouplissements. Outre cette dame-là qui malheureusement est décédée, est-ce qu'on sait si en Montérégie, il y a eu d'autres cas de complications liées à des thromboses avec le Astra? C'est de l'information confidentielle, malheureusement, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, le seul cas sévère a bien été rapporté médiatique.
Bon, vous dites évidemment c'est un choix collectif, la vaccination, et on le sentait là, dans les récentes conférences de presse. Là, on s'en va vers une population plus jeune. Le ministre Dubé qui disait l'autre jour, il y avait encore, je ne sais pas, mais 20 000 places de disponibles dans les rendez-vous de vaccination qui ne trouvaient pas preneur dans certaines régions du Québec. Ici, en Montérégie, est-ce que les places disponibles trouvent preneur ou s'il y a vraiment de la place puis on ne réussit pas à toutes les booker, ces plages horaires-là? Je vous dirais que le message que j'ai des 3 directeurs de vaccination, parce qu'on a des directeurs de vaccination dans chacun des 6, c'est qu'en Montérégie, on réussit bien à combler nos plages. J'espère fortement que ça va se poursuivre en diminuant d'âge parce que quand on regarde les sondages, quand même, les personnes plus jeunes ont moins l'intention de se faire vacciner. Ouais. Moi, je souhaite ardemment que même si on avance en âge, puis même quand on arrivera dans nos 18-24, éventuellement les plus jeunes, qu'il y ait une forte adhésion de la population à la vaccination, justement pour éviter qu'on ait besoin, si on remarque encore de la circulation active, de ralentir ou de revenir en arrière sur certaines mesures. Mais c'est pas ça un peu la crainte? Tu sais, je dis pas que les gens de 35 ou 30 ans et moins sont insouciants, mais disons que le message qu'on leur passe, c'est que, ben, écoutez, vous êtes moins à risque d'avoir des complications. Plus vous êtes jeune, moins vous avez de risques. Et là, que les gens fassent le calcul, disent, ben là, on est rendu à 50 de la population de vaccinés. J'ai 28 ans, c'est pas tant pire, dans le fond. Pourquoi je me ferais vacciner? Est-ce que c'est pas ça un peu le risque? C'est-à-dire que plus on avance dans le temps, plus cette cohorte-là, des 30 ans et moins, ils disent, ben, à quoi bon aller se faire vacciner? Dans le fond, même si je l'ai, je ne l'aurai pas si fort que ça. Bien, malheureusement, c'est pas le cas pour l'ensemble des jeunes qui ont attrapé la COVID. Puis je pense qu'il faut médiatiser, il faut diffuser ces histoires-là de gens qui, sans se retrouver nécessairement aux soins intensifs, peuvent vivre avec de la fatigue qui perdure sur plusieurs mois, des compromissions dans leur capacité physique. Il y a eu aussi des décès, des complications chez des plus jeunes. Donc, ce n'est pas une maladie bénigne, même si la proportion de complications est moins grande. C'est pas une maladie bénigne et on va tous profiter que ça circule moins. On va tous gagner en liberté si on est plus vacciné et que ça circule moins. Donc, je pense que ce sont des efforts de communication et on a des communications au gouvernement qui travaillent sur ça puis qui va tenter de segmenter pour essayer de rejoindre justement ces populations plus jeunes-là. Mais personnellement, je les invite à se faire vacciner. C'est ce que je vais faire avec les gens autour de moi qui ont cette tranche d'âge-là. Comme là, ce matin, on voyait que le Pfizer, finalement, pouvait être administré au moins de 18 ans dans une tranche d'âge. Dr Quash qui disait dimanche à Tout le monde en parle que probablement que les enfants vont être appelés à se faire vacciner avant le retour de la prochaine saison scolaire. Donc, on sent qu'on s'en va pas mal vers ça, là. Absolument, absolument. On a eu effectivement l'annonce d'autorisation pour les moins de 16 ans. Pour moi, c'est une excellente nouvelle. Non seulement ça peut permettre d'augurer vers une rentrée scolaire qui va être un peu plus sécuritaire, mais aussi même pour l'été, le plus rapidement qu'on est capable de vacciner la plus grande part de la population, le mieux on va se porter. Dernière question, parce que celle-là aussi, on commence à l'entendre. J'écoutais hier le docteur Dessert, qui est entre autres sur le comité. La fameuse question, est-ce qu'on peut interchanger les vaccins? Autrement dit, est-ce que je peux avoir une première dose de Pfizer, avoir ma deuxième de Moderna, ou première de Astra, puis deuxième, ainsi de suite? Je sais qu'on n'a pas les réponses encore. On les aura peut-être d'ici la fin du mois de mai, mais cette question-là, elle va revenir très, très, très souvent dans l'actualité. Qu'est-ce qu'on répond à ces gens-là actuellement? On répond d'entendre les avis d'experts. Dr Dessert étant le président du comité sur l'immunisation du Québec, il est le mieux placé pour répondre à ces questions-là. Effectivement, on attend ces avis-là. On a des avis qui étaient préliminaires. Pour l'instant, on utilise les mêmes vaccins, mais c'est certain que ça va revenir, des discussions autour de ça. Bon, fait que vous avez encore beaucoup de travail pour les prochaines semaines, voire les prochains mois, mais la lumière commence vraiment à poindre en quelque part et qui sait, un jour, peut-être que la Montérégie va revirer orange. On ne connaît pas la date. Bien sûr, je le souhaite. On ne connaît pas de date, mais c'est ce que je souhaite ardemment. Bon, ben merci infiniment, puis bonne journée. C'est moi qui vous remercie. Restez avec nous, puisqu'au retour, on parle d'un défi d'écriture. Oh François, quel show cette semaine à Sport Express! La frénésie du vélo avec Pascal Deslauriers de Vélozone. En deuxième partie, Spike Ball, Round Net, tu connais ça? Avec Alexandre Lamar, hein? Ouais. Tu sais, le sport qu'on voit souvent dans les parcs, comme ça. Ne manquez pas ça.
Bonjour et bienvenue à La Justice entre nous. Mon nom est Serge. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. Vous savez, parfois, on se cherche des activités pour tuer le temps, mais aussi pour se dépasser. Bon, il en existe mille et une. Et là, je trouvais ça super intéressant parce que probablement l'une des premières fois qu'on voit ce genre de petit défi être lancé. Le défi, c'est un défi d'écriture, le défi J'écris. Donc, c'est la rédaction d'un blog d'environ 1000 mots à chaque mois là, d'ici la fin de l'année. C'était lancé par Aimé Prunier qui est avec nous. Bonjour et bienvenue. Merci, bonjour. D'où vient l'idée? C'est l'innovation une fois de plus. En tant que consultant en innovation, une des choses que je fais et que je surveille, c'est de voir comment les différents domaines évoluent. Donc, le texte, au début, c'était ça qui avait commencé avec l'Internet. Il n'y avait que du texte. À un moment donné, quelques petites images se sont ajoutées. Après, la vidéo est arrivée comme le tout dernier bébé qui a tout fracassé. Maintenant, le texte est en train de reprendre sa place parce qu'il n'a jamais vraiment disparu du web. Tous les sites Internet ont toujours des paragraphes de texte. Le texte qu'il a fait, c'est qu'il est allé en arrière-plan. Par exemple, quand on fait des codes, c'est tous des textes, toutes les formules mathématiques en arrière. Et maintenant, ce qui arrive, c'est qu'avec la pandémie, le texte est en train de reprendre la place qui lui est due. Parce que le texte a cette capacité de se transformer en n'importe quoi. Un bloc de texte peut se transformer en une vidéo, en un podcast, en un audio, en un livre, en un magazine. Ça peut devenir un article de journal. Donc, en ce moment, le texte est vraiment une des bonnes façons d'attirer l'attention du public et d'aider les gens. Que la pandémie vient, disons, redonner ses lettres de noblesse au texte? Parce que ça remet beaucoup de choses en question. Il y a beaucoup de choses qu'on a pris pour acquis avant la pandémie, que ce soit en affaires, dans nos organisations à but non lucratif, qui du jour au lendemain ne fonctionnaient plus. On a dû tout repenser. Et même notre amour des vidéos est en train de changer. Parce qu'on réalise que la consommation facile n'est pas nécessairement la meilleure chose. Des fois, ça vaut la peine d'aller plus loin, lire un article au complet, voir les sources, voir les statistiques. Ce n'est pas des choses qui sont faciles nécessairement à faire dans les vidéos. La vidéo, sa force, c'est de condenser l'info. Mais pour avoir l'info en longueur, on n'a pas le choix. C'est pour ça que les livres existent encore. Un gros volume comme ça, en version vidéo, ça va durer des heures. C'est comme quand on parle des médias sociaux. Puis, tu sais, aujourd'hui, beaucoup le message qu'on dit aux gens, c'est si vous voulez avoir un impact sur les médias sociaux, ben, faites une vidéo. Oui. Et idéalement, le plus court possible. Voilà. Et idéalement, mettez des sous-titres parce que les gens la regardent, mais ils ne mettent pas le son sur le téléphone. Exact. Donc, on est obligé de mettre du texte. Voilà. Donc, on voit que le texte est toujours là. Il a sa place. Okay. Et ce qui est intéressant avec le texte, c'est que c'est quelque chose que les gens ne réalisent pas. Que vous soyez un entrepreneur ou dans un organisme à but non lucratif, il y a quelque chose qui s'appelle le marketing d'expertise. Ouais. C'est un type de marketing que la plupart des gens passent à côté parce que c'est la seule forme de marketing qui met en valeur les habiletés d'une personne ou les habiletés d'un organisme ou d'une organisation. Et donc, ce type de marketing, une des meilleures façons de le faire, c'est en écrivant des articles de blog parce que les seuls qui sont capables de le faire, c'est ceux qui ont de l'expertise. Monsieur et madame, tout le monde qui commence dans un domaine ne se lance pas dans des articles de blog parce que l'article de blog vous remet en question. Mes informations doivent être vraies parce qu'il y a quelqu'un qui peut me contredire. Si je mets de la statistique là-dedans, it has to be true. Je dois aller faire mes recherches, m'assurer que je résume bien l'information, que c'est juste. Ça challenge tellement les gens que c'est un super bel exercice à faire, justement pour se permettre nous-mêmes, en tant qu'experts, d'être à jour et d'être capable de simplement expliquer nos informations aux gens. Okay. Et donc, on se positionne comme expert de cette façon-là. Donc, cette idée-là, c'est un peu... amenée d'elle-même de par le contexte, mais de là à lancer un défi, à le structurer, à lancer un groupe également sur Facebook, donc il y a quand même beaucoup d'étapes. Donc, d'où venait ce désir vraiment de lancer un défi? On comprend que vous voulez faire de l'écriture, de ramener ça, mais pourquoi un défi? Parce que c'est une des meilleures façons pour que les gens le fassent. Si on dit juste aux gens, comme je fais d'habitude dans mes vidéos, je vous recommande d'utiliser le texte, d'écrire des articles de blog, ça va être bon pour vous. Les gens vont le faire une fois ou peut-être pas du tout. Mais un défi, un groupe,
Ça, c'est génial. On va être capable de s'entraider, de se défier, de lire ce que les autres ont écrit pour voir, waouh, OK, moi, je suis rendu où là? Fait que je me challenge moi aussi. Et le groupe Facebook que j'ai créé, ça s'appelle 101 façons d'innover. Dans ce groupe, les gens vont être capables de se donner des conseils. Et ça manque beaucoup quand on essaie de faire des défis tout seul. Quand on est ensemble, c'est bien plus facile. Donc là, dans le fond, vous souhaitez avoir quoi, une centaine de participants? Le plus possible. Idéalement, 500 personnes. Parce que vous imaginez 500 personnes s'ils peuvent écrire un article de blog pour contribuer à la société, quelle différence on peut faire? Et l'article de blog, il va être publié à l'intérieur du groupe Facebook privé? Il va être publié là, mais ça, c'est juste une partie. Donc, une fois que quelqu'un finit un article de blog, la première chose que je recommande, c'est de le mettre sur votre propre site Internet. Ensuite, de le mettre sur LinkedIn, qui est vraiment une place professionnelle. Et après, on peut le ramener sur tous les réseaux sociaux qu'on veut. Donc, Facebook, Twitter, Instagram, on peut mettre des liens partout. Donc, on invite les gens à le publier. Exactement. Et ça peut encore aller plus loin, comme je disais au début. Un article de blog peut après être envoyé pour un magazine. Ça peut aller dans un journal. Donc, il y a plusieurs autres utilisations. Ça peut être traduit en audio pour le transformer en vidéo à un moment donné. Donc, ils sont en train d'écrire une mine d'or qui pourrait utiliser de 1001 façons différentes. On dit un texte par mois, d'environ 1000 mots. Voilà. Et d'ici la fin de l'année, donc d'ici le mois de décembre. Donc, C'est on ça. parle quand même d'à peu près au moins 5 ou 6 affaires, là, probablement. Ouais. 1000 mots, qu'est-ce qu'on peut exprimer en 1000 mots? Je pense qu'on peut exprimer une bonne moyenne d'informations parce qu'en bas de 1000 mots, ça commence à être difficile d'expliquer les concepts comme il faut. Fait que là, ça devient juste ce qu'on appelle en anglais des clickbait. Je donne juste le minimum, puis ça vous oblige à venir faire affaire avec moi. Puis c'est pas ce qu'on veut faire. Avec 1000 mots, on a assez de temps et assez de mots pour pouvoir expliquer un concept comme il faut. Plus que 1000 mots, ça commence à être long pour la plupart des gens pour la lecture. Et donc, 1000 mots, c'est aussi bon pour tout ce qui est référencement naturel. Pour une page web, je trouve que c'est quand même assez. Mais il y a une chose que je stresse. C'est que je veux pas que les gens se disent comme « OK, je suis pas capable d'écrire 1000 mots, j'abandonne. » Même si vous avez écrit 500 mots, vous avez déjà un article de 500 mots de plus que vous n'aviez pas avant. Ouais. C'est déjà un plus. 1000 mots, c'est gros puis c'est pas gros parce Voilà. que les gens vont se rendre compte que 1000 mots, même probablement que certaines personnes vont se rendre à 1000 puis ils vont dire « Ah, je suis déjà rendu à 1000 » puis Voilà. il y aurait le goût de continuer, là. Ben voilà. Mais effectivement, le degré de tolérance du lecteur aujourd'hui, c'est comme pour les vidéos d'ailleurs, Voilà. si c'est trop long, malheureusement, on s'y perd puis les gens ne se rendent pas jusqu'à la fin de l'article. Là. Exactement. Puis, il y a une chose que je me dis toujours et que je suis en train de dire aux gens par rapport à ce défi, c'est nous-mêmes, quand on cherche quelque chose, on va sur Google, on tape, puis souvent, c'est des articles qui apparaissent. Ouais. Donc, imaginez si tout le monde contribuait de cette façon. Surtout là, avec la pandémie, il y a des gens qui ont des connaissances qui pourraient changer la vie des autres personnes. Et donc, si tout le monde arrêtait de le faire, qu'est-ce qui arriverait de nous? C'est pour ça que ça vaut la peine que chacun contribue avec ses connaissances. Bon, vous dites aussi que les gens pourraient, à la limite, toujours être invités donc à convertir leur texte sous forme de balado, de podcast Voilà. ou encore de vidéo tout simplement. Là. Exactement. Toutes ces possibilités sont ouvertes. C'est pour ça que la vidéo, elle est la seule qui a cette habileté de se transformer dans n'importe quel multimédia. C'est pour ça que je le recommande et c'est pour ça que j'ai choisi ça spécifiquement. Pour être honnête, au début, je réfléchissais. Je me suis dit, je pourrais défier notre communauté à faire des vidéos parce que la vidéo, elle est populaire. Mais on sait, entre nous, la plupart des gens se jugent beaucoup. La plupart des gens ne veulent pas se voir à la caméra. La plupart des gens ne savent pas comment faire des... Si je continue la liste, là, c'est clair et net qu'il y aura une personne qui va s'inscrire. Mais le texte, vous êtes derrière votre écran. Vous êtes tranquille chez vous. Même en pyjama, ça fonctionne. Vous êtes juste là en train de ramener vos informations pour changer le monde. Et les blogs peuvent être orientés de quelle façon? Autrement dit, quel genre de sujet pourrait se retrouver dans un blog? Quelles informations on serait appelé à y mettre? Je dirais toute information constructive. Donc, si vous êtes un spécialiste dans le domaine de la santé, ça peut être intéressant. Les gens ont beaucoup d'anxiété en ce moment par rapport à leur santé, le fait de rester à la maison. Donnez-nous des conseils. Il n'y en a jamais assez de ces choses. Si vous êtes expert en marketing, aidez-nous peut-être à trouver des nouvelles façons de faire du marketing pendant la pandémie. Donc, tous les sujets qui sont constructifs et qui sont positifs sont les bienvenus. Okay. Comment on s'inscrit? C'est très simple, c'est gratuit. Il y a juste à aller sur la page Facebook qui s'appelle 101 façons d'innover. Donc, vous pouvez taper ça, 101 avec 101. Puis, vous allez tomber sur le groupe, demander à avoir accès au groupe et c'est tout. Dès que vous êtes dans le groupe, vous avez accès à toutes les vidéos que je suis en train de poster. J'en ai fait 17
pour expliquer chaque facette du défi. Comment trouver les idées, comment commencer à rédiger, comment avoir de l'aide pour corriger les fautes, comment organiser votre agenda pour pouvoir faire vos articles de blog. Donc, ils ont juste à aller sur cette page et ils peuvent commencer à rédiger dans n'importe quel mois où est-ce qu'ils vont décider d'embarquer. Ça peut prendre combien de temps par mois? Ben, il y a la recherche, mais l'écriture, là, bref, au total, là, c'est un investissement de combien de temps dans un mois? Moi, je dirais que ça serait une moyenne de 5 heures. 5 heures C'est pas par si mois. long que ça, parce que 1000 mots, ça passe vite. Le temps de faire une introduction, de commencer à développer 2-3 points, on conclut, c'est déjà fini. Donc, si les gens peuvent prendre 5 heures par mois, peut-être 1 heure de recherche, le reste, c'est juste la rédaction puis la correction de fautes, puis voilà quoi. Eh bien, premier, merci beaucoup. Bravo pour cette innovation, ce beau concept. Donc, si ça interpelle les gens qui nous regardent en ce moment, qui ont le goût de participer donc à ce défi, allez sur la page Facebook. L'adresse est à l'écran en ce moment pour vous inscrire dans le groupe privé. Puis évidemment, après ça, commencez votre rédaction de blog. Qui sait, on ne sait pas ce que ça va peut-être vous mener très, très loin. Merci. Merci beaucoup. Restez avec nous. Au retour, le mot de la fin. Vous savez, il y a un projet pilote dans les quartiers Prévert, secteur Saint-Luc et Sacré-Cœur à Iberville pour l'instauration du 40 km/h en zone résidentielle. C'est un projet pilote. On est au moment de sonder les citoyens de ces deux quartiers-là. Donc, si vous vous sentez visé, vous pouvez répondre au sondage en question. Ça va nous orienter, bien sûr, pour les décisions futures. À demain. Bye-bye.